Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite émission spéciale, petite vidéo spéciale, plein de magie, plein de paillettes, mais en même temps plein de protection. Aujourd'hui, je reçois Rebecca. Rebecca, tu es sorcière. Tu es la créatrice de l'école de sorcières Aradia. Tu es également à l'initiative de déjà parus deux livres, pardon, qui sont Quand mon âme me parle d'amour et Rituels de protection. Et tu nous reviens aujourd'hui avec un troisième ouvrage qui s'appelle Le guide de la protection magique aux éditions Secret d'Étoile. Un grand nom qui annonce beaucoup de choses. Et tout d'abord, bonjour Rebecca. Bonjour Daniel, merci pour cette invitation. Toujours avec plaisir d'échanger avec toi sur ces thématiques, sur tous les sujets en général, mais aussi sur ce sujet particulier et puis qui me tient à cœur. Voilà. Et puis j'aime échanger avec toi sur ces sujets. Merci pour l'invitation en tout cas. C'est toujours un grand plaisir de partager des moments avec toi, plein de magie, mais en même temps plein de réflexion, d'introspection et aussi d'oser être, parce que ça, c'est aussi ce qui se cache derrière la création de l'école Aradia, c'est tu as osé au-delà de regards qui pouvaient être assez difficiles à supporter au début, même si aujourd'hui c'est complètement assumé. Tu as osé créer les shops, Mhm. alchimie et grimoire. Tu as osé avancer. Tu as osé avancer sur ton chemin de vie en affirmant qui tu étais à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, tu oses encore plus, donc avec ce nouveau livre, ce troisième livre, le guide de la protection magique. Alors, c'est quoi un petit peu la genèse de ce troisième ouvrage? Alors, en fait, la genèse, elle vient de ma pratique. Déjà, il faut remettre c'est un peu de ma pratique magique, des rituels, de ce que je mets en place. Et pour moi, rentrer dans le monde de la magie, rentrer dans le monde de la spiritualité, quel qu'il soit, ça sous-entend quand même une protection. Alors, ça peut sembler étrange. Parce qu'on peut avoir une idée qui, qui peut être un peu, on rentre dans le monde de la spiritualité, les anges, les guides, on est protégé. Oui, je suis d'accord. Mais comme pour tout, il y a toujours l'ombre et la lumière. Alors, ça ne veut pas dire que l'un est bon, que l'autre est mauvais. C'est juste une question d'équilibre. Et il me semblait essentiel, en tout cas moi, dans ma pratique, c'était important de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi pour pouvoir être libre de, 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 de pratiquer, d'explorer des parties de moi ou des parties ou même d'explorer des pratiques magiques en fait. Et sans cette protection, moi je pouvais pas explorer, je ne pouvais pas me donner totalement, je ne pouvais pas vraiment m'abandonner à la magie parce qu'en fait, je pense que pour moi dans ma pratique, c'est s'abandonner à la magie. C'est comme ça que je l'entends. Et finalement, avec le recul, je me dis que tous les livres que j'ai écrits sont assez cohérents. J'ai commencé par comprendre comment je fonctionnais à l'intérieur, et c'est à travers l'écriture du premier ouvrage, comme mon âme me parle d'amour et de ce travail d'introspection, que j'ai compris qu'il y avait plein de choses que je pouvais aller explorer, mais moi j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de mettre un cadre autour. C'est ce qui permet de trouver l'équilibre entre finalement la matière et le ciel. Et donc, ce livre, euh, qui va apparaître d'ici une semaine maintenant, c'est le second. Le tout premier, en fait, c'était la maison d'édition Secret d'Étoile qui m'avait sollicité. J'étais très ravie d'ailleurs de ce premier partenariat avec eux pour écrire un tout petit livre qui s'appelle Rituel de protection, que j'ai ici. Voilà, qui est vraiment, c'est pas très gros, hein, c'est vraiment le tout petit livre. Alors, ça a été bien parce que pour moi, ça a été la première expérience, même si j'avais écrit Quand mon âme me parle d'amour, là, ça a été vraiment une première expérience où on me demandait d'écrire sur une thématique bien précise. Donc, avec un cadre. Et c'était assez rigolo. Enfin, quand j'y repense, c'est assez rigolo parce que finalement, dans mon processus de la protection, c'est mettre un cadre. Et là, écrire, bah,
ok, j'écrivais, donc dans mon côté créatif, je pouvais explorer des choses, mais avec un cadre, parce que derrière, il y avait une commande, en fait, hein. C'est ça, on appelle ça une commande quand les maisons d'édition nous sollicitent. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cet ouvrage. Je me suis découverte aussi euh, autrement dans ce premier ouvrage. Et voilà, ça fait son petit chemin. Et avec grand étonnement, parce que je vais te dire, oh, bah, c'était une expérience, ça s'arrêtera là. En fait, j'ai été sollicitée il y a plus d'un an par Secret d'Étoile, par une éditrice, qui m'a proposé d'aller plus loin et d'écrire un livre un peu plus complet, en fait. Voilà. Donc le premier, c'est, je veux dire, c'est un petit peu, c'est des petites bases simples et faciles. Celui-ci, en fait, je suis allée un petit peu plus en profondeur dans le détail de la protection magique. Et d'abord, moi, je l'appelle la magie protectrice. Et c'est vrai que c'est un terme qu'on n'emploie pas beaucoup ou très peu. On parle de magie blanche, on parle de magie noire, de magie rouge, de magie verte, mais on n'entend pas très souvent le terme de magie protectrice. Et c'est vraiment un- finalement, je trouve que c'est aussi une magie, la protection. Voilà. Donc voilà un peu la genèse de cet ouvrage. Et justement, là, on va aller carrément dans le vif du sujet. Peut-être, ce qui va peut-être un peu plus intéresser ceux qui nous suivent là, c'est qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces rituels de protection. Est-ce que tu peux donner des exemples? Pas forcément le contenu, puisque ça, on laisse libre à chacun d'acheter les ouvrages s'il le souhaite, mais des exemples. Qu'est-ce que c'est un rituel de protection? Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert? C'est ça qui est important. Alors, un rituel de protection, c'est ce qui va, j'ai envie de dire, pour moi, c'est l'introduction à un rituel. Voilà. Je vais prendre un exemple. On a un projet, quel qu'il soit, et on souhaite faire un rituel pour que ce projet puisse se développer. Donc, on va penser notre rituel, pourquoi je le fais. Moi, je trouve que c'est toujours très important de prendre un temps pour réfléchir pourquoi je fais ce rituel, qu'est-ce que j'attends, quelle est ma demande, de quoi j'ai besoin. On peut même l'écrire au préalable. Et pour pouvoir mettre en place ce projet, on va passer par un rituel qui va activer, en fait, qui va donner de l'énergie. C'est un petit peu ça, un rituel, hein. Ça donne une énergie pour activer notre projet et le concrétiser. Et en réalité, le rituel de protection, c'est pour moi vraiment l'introduction. C'est l'étape au préalable avant le rituel lui-même. Et puis ensuite, il y a la dernière étape qui est la conclusion. C'est un peu comme quand on écrit une dissertation, ben, on a l'intro, on a le plan et puis on a la conclusion. Le rituel de protection, pour moi, c'est l'introduction. Voilà, c'est ce qui permet de mettre le cadre. Alors, un cadre en magie, c'est important. Là, tu l'as soulevé aussi, tu l'as aussi soulevé précédemment dans cette dimension d'interaction. Tu es posée, affirmée sorcière aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être une sorcière en 2023? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je me pose beaucoup la question en ce moment parce que entre l'ouverture de l'école de sorcières et notamment l'époque où on avait fait, tu m'avais proposé une interview aussi sur la chaîne locale du Lot, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que alors on voit de tout, en fait. Je vais le dire comme ça, sans avoir de jugement, hein. Mais on voit de tout. Euh, les sorcières, elles sont vraiment là sur le plan médiatique, je vais dire, très, très, très présentes. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 années. Enfin, c'était, mais tout doucement, en fait, hein. Il y avait... Aujourd'hui, pour moi, être sorcière, en tout cas dans ma posture, c'est assumer pleinement qui nous sommes, enfin, en tout cas, moi qui je suis, dans cette, euh, cette liberté d'être, de penser, euh,
cette liberté d'aller explorer aussi qui je suis tout à l'intérieur. Euh, c'est aussi sortir des sentiers, ben, enfin des autoroutes pour aller explorer des voies alternatives ou des chemins de traverse. Pour moi, c'est aussi ça, être sorcière. C'est se connecter à la nature, à notre environnement, au monde aussi. Parce que voilà, on est incarné dans une époque. Moi, mon âme, elle a choisi cette incarnation. C'est prendre pleinement conscience que même si c'est important d'être ici et maintenant, dans le présent et dans l'instant, on vibre aussi avec un passé et avec un futur ou des futurs, je vais même dire des futurs potentiels et des passés. Parce que en fait, on n'a pas un seul passé, on n'a pas un seul futur. En réalité, on a autant de passé que de futur. Et c'est ces deux notions-là qui déterminent le présent, en fait, notre action dans le présent. Donc, je pense que pour moi, être sorcière, c'est un petit peu ça. C'est un peu tout ça. Je vais pas parler de féminisme. Il y a eu beaucoup de choses autour du féminisme aussi. Pour moi, on peut être une sorcière et déterminer notre côté féministe, mais c'est pas forcément comme ça moi que je vibre. En tout cas, pour moi, il n'y a pas que ça. Et puis être sorcière, en tout cas, moi, au départ, la première chose qui était importante pour moi, le terme de sorcière, c'était pas quelque chose de négatif. Pour moi, la sorcière, dans mon cheminement, elle sortait. C'était, on sort d'un système euh, pour être vraiment. Voilà. Si je devais faire une définition simple, ça serait celle-ci. Voilà. Bien, déjà, merci pour cette définition, parce que c'est toujours important de recadrer, comme tu l'as dit, de recadrer un petit peu la vision des choses et la manière dont on arrive à soi-même se définir, parce que c'est ça la priorité Mm. aussi dans l'interprétation. Dans le mot sorcière, il y a aussi toute la dimension magique. Donc là, on va revenir aussi au livre. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces rituels? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir tout un attirail, tout un stock d'outils compliqués, comme on peut retrouver dans les vieux grimoires, de la bave de crapaud, des yeux de triton, cette espèce d'image encore collective qui est toujours bien véhiculée hein, Mm. encore aujourd'hui, ou est-ce qu'on est quand même sur des outils plus accessibles, peut-être moins onéreux? Comment ça se passe? Alors, moi justement dans cet ouvrage-là sur lequel j'ai travaillé, c'était vraiment les outils et les symboles. Parce qu'en fait, la magie protectrice, elle va s'activer beaucoup avec, oui, certains outils, mais beaucoup de symbolique aussi. Donc, on n'a pas besoin d'avoir la grande mallette avec tous les outils possibles et imaginables pour dire, OK, je vais faire tel rituel de protection, je vais avoir besoin de ça, j'ouvre ma mallette et tac, tac, tac. Non, je pense que moi, ce que j'ai cherché, et encore, franchement, je me suis limitée parce que j'avais un certain nombre de pages à rendre, mais j'avais vraiment envie d'aller plus loin parce que finalement, je vais le dire comme ça, tout est protection. Tout est protection parce qu'en fait, ça va être le sens et le symbole qu'on va mettre dans notre rituel de protection. Il y a des personnes pour qui une véritable protection, ça va passer par exemple par faire un cercle de protection, mettre du sel, allumer des bougies, voilà, ça va être important. Pour une autre personne, ça va être simplement porter un talisman autour du cou. Pour une autre personne, ça va être avoir une quantité incroyable de pierres. Pour une autre personne, ça va être solliciter les anges, les guides, les divinités. Pour d'autres qui vont aimer par exemple le côté un peu plus chamanique, ça va être solliciter les animaux de pouvoir, les animaux de totem. En fait, j'ai envie de dire la magie protectrice, comme pour moi, quelle que soit la magie, elle n'a du sens et elle ne peut s'activer que si ça vibre avec qui nous sommes. Et donc, en fait, j'ai écrit cet ouvrage en essayant d'explorer un maximum de choses
évidemment, je suis limitée parce que, voilà, j'ai été limitée dans le nombre de pages, mais on peut, c'est qu'un début. Et après, à chacun, finalement, d'aller puiser, c'est un peu une boîte, enfin voilà, tiens, dans ce chapitre-là, elle parle de ça, elle parle de ça, elle parle de ça. Et en fait, la magie protectrice, c'est aussi un peu être un peu un bâtisseur, un créateur. Voilà. Tout à chacun de créer son propre système de magie protectrice. Plus je trouve, moi, hein, en tout cas, c'est comme ça que je pratique, plus on met du sens dans ce qu'on fait, plus forcément ça apporte de la puissance au rituel. Parce que on va vibrer avec ce qu'on a mis en place. Et dans cette vibration, c'est aussi, j'irais dire, ce qui émane un petit peu de l'auteur, donc de toi en l'occurrence, parce que dans ces mots, tu transmets peut-être aussi une parenthèse de ce que tu transmets à l'école d'Aradia, c'est bien Mhm, ça? mhm. C'est aussi un moyen de communiquer, de partager ta vision, ton ressenti. Comment est-ce que ça t'est venu, toi, toutes ces informations? Est-ce que tu as puisé déjà dans une culture existante ou est-ce que c'est par le biais d'un travail personnel que tu as développé tout cet apprentissage? Alors, ça a été par le biais, oui, de savoir que je suis allée chercher dans des livres, dans des documentaires, dans des ouvrages, auprès aussi de différentes personnes qui pratiquaient soit de la magie, soit une forme de spiritualité. Donc voilà, ça me vient. C'est vrai que j'ai été puisée dans ce domaine-là. Euh, j'ai été aussi, et je le dis très souvent, enfin, guidée donc de ce que je reçois comme information. Et alors parfois les informations, c'est pas une, parfois l'information, ça peut être, je reçois une information pour aller vers tel univers ou tel univers en fait. Donc ça peut être, je sais pas pourquoi, je vais me balader et puis dans une bibliothèque et je vais tomber sur un ouvrage qui va parler de allez, on va dire de l'alchimie et tiens, je me dis, je vais aller explorer ce domaine-là, en fait. Donc l'information que je recevais, c'était aussi j'ai été beaucoup guidée à aller vers tel endroit, telle lecture, telle personne. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et puis après, je commence à l'accepter aussi. Je pense que il y a beaucoup de ce que je pratique maintenant qui m'ont été transmis par mon âme, de toutes les expériences qu'elle a, elle, déjà partagées auparavant. Voilà. Pour ça, enfin, vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour elle, euh, parce que parfois, je faisais des choses très souvent, hein, je faisais des choses sans vraiment savoir pourquoi je le faisais, mais au fond de moi, profondément au fond de moi, je savais que ce que j'étais en train de faire, c'était bon, c'était juste. Et comme je suis un être humain avec un ego comme tout à chacun, j'avais besoin d'aller vérifier. Et à chaque fois, quand j'allais vérifier, je réalisais que, bah, en fait, ce que j'étais en train de faire, c'était parfait par rapport à ce que j'étais en train de vivre et ce dont j'avais besoin. Donc c'est aussi alors c'est ce que certains vont parler, vont peut-être vont évoquer l'intuition. On peut dire l'intuition. Moi, j'y mets autre chose. Et dans ce autre chose, tu fais bien puisque tu as écouté ton intuition, tu as écouté ton cœur en créant l'école et en ouvrant la boutique et en te lançant dans l'écriture. Et tout ça simultanément aussi, il faut quand même le préciser. Ça a été une énergie qui t'a un petit peu porté. Quand on parle de magie, on a tous, je pense, des étoiles plein les yeux. Alors, il va y avoir un côté le penchant illusionniste et il va y avoir de l'autre côté peut-être le regard qui a été très caricaturé par le cinéma en plus, mais également par la littérature. C'est cette magie, on va dire, un petit peu extraordinaire. Est-ce que c'est
est-ce que quand toi tu parles de magie ou de sorcellerie, ça a un rapport avec cet extraordinaire, ou est-ce que c'est beaucoup plus intégratif que ça, beaucoup plus humain que ça? Il y a de l'extraordinaire. Il y a vraiment de l'extraordinaire. Pour moi, si l'extraordinaire n'existe, enfin, si on ne fait pas appel à l'extraordinaire, alors il n'y a pas de magie. Alors on est dans la... je dis souvent, si vous essayez d'expliquer, de donner une explication rationnelle à la magie, alors vous faites plus de la magie, vous faites de la science. Voilà. C'est là où je mets la différence. Alors, je suis pas en train de dire que la science n'est pas utile, elle est totalement utile et nécessaire. Mais c'est parce qu'il y a de la magie et de l'extraordinaire que la science vit, existe. En fait, parce que c'est la science qui va donner une réponse à quelque chose. Et quand on a atteint une réponse à un niveau, eh ben, il y aura toujours la magie ou l'extraordinaire pour ramener la science à aller toujours dans la recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que on ne peut pas se couper de la science, de la magie et de l'extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est fondamental d'intégrer l'un et l'autre, en fait. Tout comme la magie ne peut pas se couper de la science, parce qu'à un moment donné, sinon on va jeter de la poudre de perlimpinpin, comme je dis, en fait. Voilà. Donc, oui, l'extraordinaire pour moi est essentiel, même nécessaire. Alors, pour te rejoindre, c'est vrai que la magie et la science ont toujours été intimement liées. Elles ont Mhm. été séparées finalement depuis peu. On voit les bases de médecine qui étaient concomitantes avec tous les principes dits magiques. Les moines qui prononçaient des rituels sur les simples qu'ils cultivaient dans leur monastère pour justement servir à soigner les personnes qui venaient vers eux, et encore bon, beaucoup plus loin aussi. Et il y a eu cette séparation, il y a eu vraiment cette distance qui a été posée entre science et magie il y a encore une fois très peu. Est-ce que aujourd'hui, toi, en 2023, on est quelques siècles plus tard, tu vois encore ce clivage entre la magie et la science, ou c'est en train de se réunir? Ce que j'observe, c'est qu'il y a un rapprochement quand même, de plus en plus. Euh, D'ailleurs, je pense pas être la seule, hein, parce que j'ai déjà entendu d'autres thérapeutes ou même scientifiques en parler, hein, même des scientifiques comme Philippe Gilman, qui évoquent beaucoup ce rapport à l'extraordinaire. Alors, il va pas forcément utiliser le terme de magie, mais qui lui est un scientifique et qui explique qu'on rentre dans un espace et dans un univers où on va commencer à se rapprocher. J'écoutais aussi Patricia Daré il y a quelques jours et qui avait le même regard aussi sur ce rapprochement. Alors, c'est pas demain, et je pense que évidemment, c'est pas demain, mais il y a un rapprochement. Et à mon avis, d'ici dans quelques années, je pense que, enfin, moi, je ne serai plus là pour le voir, en tout cas, je crois. En tout cas dans cette incarnation-ci. Mais je pense vraiment qu'on tend à un rapprochement. C'est le début, c'est le balbutiement, on est vraiment au début, mais comme toute transformation, bah, il y a toujours un début qui murmure un peu, mais pour moi, on est vraiment dans ça. Alors après, il y a des résistances, hein, évidemment. Quand il y a un changement, il y a toujours des résistances. C'est toujours merveilleux de parler magie, puisqu'en même temps, on est dans des échanges qui, pour le coup, paraissent surréalistes pour certains, et déjà dans le concret, déjà dans la densité pour d'autres. Mhm. Est-ce que toi, en tant que sorcière, en tant que directrice de l'école, c'est un peu ça, hein, directrice de l'école Aradia, mais également dans ton échoppe Alchimie et Grimoire, est-ce que toi, tu as ce sentiment aussi de ce décalage dans les échanges? Euh, à quel niveau le décalage, Mais dans les échanges globaux, euh,
tout simplement parce que là, je suppose que les personnes qui viennent dans ta boutique sont des personnes qui sont déjà informées. Les personnes qui viennent s'inscrire à l'école à Radia sont des personnes qui sont déjà dans une démarche qui leur est propre. Mais il y a vraiment toute une dimension, quand on va regarder un petit peu, quand on a un regard à l'extérieur, de surréalisme. C'est-à-dire que ce qui est dans la densité pour toi, pour nous, n'est peut-être pas dans la même densité que telle autre personne qui va passer devant ta boutique sans la voir, qui va passer Mm. devant un livre, par exemple, de magie ou de rituel sans le voir, mais qui va peut-être s'arrêter sur un livre sur l'économie, etc. Ça, c'est vraiment sans jugement. C'est juste pour la question, c'est toi, de là où tu en es, avec ce que tu sais et ce que tu transmets aussi, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à l'extérieur? Après, je pense que c'est toujours, enfin, pour moi, c'est une question de, oui, de vision intérieure-extérieure. Et puis d'ailleurs, tu as utilisé un exemple qui est fort intéressant. Il y a des gens qui vont passer devant la boutique et ils vont pas la voir. Ils vont même pas se rendre compte qu'il y a une boutique de magie ou d'alchimie, voilà. Et d'autres, alors, pour qui ça va demander une notion de temps. Et cette notion de temps, elle est hyper intéressante, hyper importante, justement, dans ce décalage. Parce que il y a des personnes pour qui 10 fois ils vont passer devant la boutique et seulement à la 11, enfin à la 10e, ils vont décider de rentrer. Alors peut-être les 3 premières fois, ils vont passer en effet sans la voir, sans même se rendre compte qu'il y a une boutique. Et puis au bout de la 4e, ils vont réaliser qu'il y a, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait une boutique. Mais il leur faudra encore du temps pour rentrer. Et ça, franchement, ça m'arrive très souvent d'entendre des gens me dire, euh, je suis rentrée, je suis passée plein de fois devant une boutique et aujourd'hui, je me décide à rentrer. Donc, il y a une notion de temps, mais ce temps qui est complètement, je vais le dire, ça semble dingue ce que je vais dire, hors du temps, hors de la matière. Voilà. Et pour l'école de sorcières, c'est pareil, il y a cette densité, il y a aussi ça, c'est vrai que c'est un peu étrange, l'école de sorcières. Tu vois, là, par exemple, c'est la période où, où je vais commencer les inscriptions. Alors, certaines personnes sont déjà inscrites et voilà, elles ont déjà dit, moi, je viens, puis d'autres, ça se fait un peu, puis d'autres, je sais qu'en fait, elles sont là, mais pas encore présentes. Et ça, je l'accepte aussi, cette notion-là. Donc oui, cette densité, pour moi, dont tu parles, c'est ce qui va faire qu'on a des densités différentes. Ben moi, ce que j'y mets dans cet espace, ben, c'est la notion de temps, en fait. C'est le temps. Et sorcières, on va en parler justement. Quelles sont les idées reçues par rapport aux sorcières et comment un petit peu les désamorcer? Par exemple, est-ce qu'une sorcière vole sur un balai? Est-ce qu'une sorcière a le nez crochu? On est dans les idées reçues qui encore aujourd'hui peuvent avoir un impact sur la manière dont l'entourage ou dont les personnes dans l'immédiateté le voient. Qu'on le veuille ou non, ça reste des informations qui sont bien ancrées dans l'inconscient collectif et aussi dans notre ADN et aussi dans notre culture de chacun. Mhm. Alors, si on commençait par tordre le cou, pour ainsi dire, mais sans violence, bien sûr, aux idées reçues. Déjà, est-ce que les sorcières volent sur un balai? Alors, non, non, mais par exemple, je dis très souvent que le soir, quand je vais me coucher, je commence ma deuxième journée. À ce moment-là, sans doute que la sorcière que je suis à l'intérieur, cette partie-là, prend son balai pour s'envoler. Mais c'est très symbolique finalement. Mais non, bien sûr que non, que dans la matière, la sorcière ne vole pas sur son balai. Elle n'a pas de nez crochu. Elle ne jette pas. Euh, En tout cas, moi, je ne jette pas de mauvais sorts. En fait, ce qu'il y a, c'est que je crois qu'avec tu sais, le mot sorcière, c'est un peu le fourre-tout. On a utilisé ce terme pour aller mettre tout ce qu'on a un peu mauvais. Enfin voilà, c'est le fourre-tout, quoi. Allez, hop, on a un truc qu'on n'aime pas, allez, on va dire que c'est la sorcière. Hein, il se passe ça, on va dire que c'est la sorcière. Enfin, et d'ailleurs, à l'époque, c'était ça. C'était un enfant mourait
On disait que c'était la vieille femme, on disait que c'était la sorcière et c'était à cause d'elle parce qu'elle avait jeté un sort. Il y avait des intempéries, les cultures étaient complètement perdues. Ben voilà, fallait trouver un responsable. En fait, la sorcière, ça a été le tout de tout ce qui ne va pas. Donc, c'est un petit peu resté dans l'inconscient collectif parce que c'est plus facile d'accuser une pauvre petite femme, ou il y a eu aussi des sorcières, ou un pauvre qui a rien demandé à personne, juste qui fait son petit truc dans son coin, plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de soi pourquoi on vit telle ou telle expérience. Voilà, si après on se remet sur une chose un peu plus concrète aussi, je pense que c'est plus facile d'accuser l'autre de quelque chose qu'on subit, plutôt que de dire, mince, je suis en train de vivre ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à modifier, à changer. Et il faut dire que l'homme avec le grand H choisit toujours le chemin le plus facile, en fait. Donc ouais, la sorcière, c'est un peu le fourre-tout, quoi. En effet, oui, comme tu dis, c'est vraiment cette appellation qui est très vite cataloguée et catalogable en fonction du tempérament, en fonction de qui l'on est. Il y a toute une époque qui a véhiculé, qui a porté avec douleur en plus cette appellation. Il y a eu malheureusement beaucoup de personnes sordidement tuées par rapport à cette appellation et à ces jugements. Ouais, ouais. Est-ce que aujourd'hui, en tant que sorcière, j'y tiens parce que c'est quand même un mot qui te caractérise, euh, tu dois encore faire front à des tels catalogages ou est-ce que pour toi, dans ton environnement quotidien, ce n'est pas d'actualité? Alors, faire front, je dirais plus maintenant. Mais par contre, j'entends encore des gens avoir des propos parfois. J'ai beaucoup travaillé en fait cette partie-là. Et je pense que si je l'avais pas travaillé, ben je serais pas là devant toi, j'aurais pas créé l'école, j'aurais pas non plus ouvert la boutique. Donc j'ai beaucoup travaillé cette partie-là. Il y a encore des gens qui ont des préjugés. Ben c'est ok. C'est moi en fait. Je crois que je suis arrivée à un moment de ma vie et de mon chemin. Alors ça veut pas dire que c'est terminé, mais en tout cas je suis arrivée à un moment de mon chemin sur la voie de la sorcière. Après, je ne suis pas qu'une sorcière, évidemment. Heureusement que je me définis pas que de ça. Ça, c'est important aussi de le dire. Pour revenir au terme de la sorcière, je vais le dire un peu comme ça. En fait, je m'en fiche un peu maintenant, comme je me fiche un petit peu de ce qu'on peut penser de moi ou du regard qu'on peut porter sur moi, parce que j'ai compris que finalement, c'est pas les autres qui vont me faire avancer, c'est pas les autres qui me feront évoluer dans ma conscience. La seule qui peut faire ça, je peux être aidée des autres, ça c'est clair, mais en tout cas, la seule qui peut faire évoluer ma conscience, remonter mon taux vibratoire, enfin voilà, c'est moi en fait. Donc la seule, j'ai envie de dire, la seule que j'autorise à avoir un regard, c'est moi. Les autres, franchement, maintenant je le dis, avant je traversais le trottoir, maintenant je ne traverse plus le trottoir, ce sont les gens qui traversent si je les dérange. Voilà. J'ai trop longtemps traversé le trottoir parce que je voulais pas déranger les autres. Je pense que je l'ai fait pendant un certain nombre d'années, je n'ai plus envie de le faire maintenant. Voilà. Donc, ça a plus d'importance vraiment pour moi, en fait, ce que les gens pensent. Oui, et je dirais que tu es enfin à l'écoute de toi, tu es enfin à l'écoute de qui tu as envie d'être, et c'est peut-être ça aussi le plus important. Euh, Encore une idée reçue, est-ce que la sorcière est forcément gothique? Pas du tout. Alors moi c'est pas moi le gothique par exemple c'est pas du tout mon univers. Enfin voilà, moi j'ai plutôt un univers médiéval. Voilà, c'est plutôt voilà je vais plutôt être la sorcière qui va sortir de l'univers des châteaux du Moyen Âge et du médiéval, un peu fantastique parce que j'ai aussi un univers avec, tu en as parlé un petit peu des dragons, donc mais qui finalement se rejoint beaucoup avec le médiéval, parce que les premiers écrits autour des dragons, ben,
voilà, on en a beaucoup parlé des dragons à l'époque médiévale, donc tout se rejoint. Mais non, on n'a pas besoin d'être une sorcière gothique. Et puis, j'ai envie de dire, il y a des sorcières de la nature, il y a des sorcières qui sont un petit peu des sorcières qui ressemblent presque à des fées. Enfin voilà, qui sont. Moi, c'est la sorcière, c'est une partie de nous finalement, mais c'est pas qui nous sommes dans notre globalité. Ça, vraiment, moi, je me définis pas que sur le terme de la sorcière. Est-ce que pour clore un petit peu cet échange, tu accepterais de nous donner, de donner à tous ceux qui sont là pour nous regarder, un petit rituel tout simple à faire là, rapide, tout simple, un rituel de protection bien sûr, face à peut-être un événement neutre, hein, juste un rituel de protection de base. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, la base en rituel de protection, alors mon outil de prédilection, vraiment, il y en a deux, vraiment, un, et puis un deuxième, voilà, c'est la bougie et l'encens. Et de tous mes rituels, j'ai toujours une bougie, voire plusieurs. J'aime allumer de l'encens, pas forcément de la sauge, mais voilà, la myrrhe, le benjoin, voilà, ces encens. Et j'aime les mélanger aussi parce que je trouve que le mélange alchimique apporte un pouvoir supplémentaire. Donc un petit rituel de base, ben, ce serait d'allumer une bougie blanche qu'on peut accompagner d'une autre bougie de couleur en fonction de ce qu'on souhaite. Si par exemple on est dans une période où on peut être un petit peu trop envahi par les énergies ambiantes, négatives, eh bien, moi, j'ajoute une bougie grise, par exemple, pour vraiment repousser ces énergies-là, ou alors au contraire les absorber. Et puis, j'y ajoute une bougie rose pour amener de l'amour de transformer le côté négatif du moment en énergie d'amour. Parce que l'énergie négative, elle peut se transformer et une énergie d'amour peut aussi se transformer en énergie négative. Hein. C'est vraiment, c'est des choses qui sont, voilà, non, c'est tout est question de transformation finalement. Donc voilà, moi, petite chose à faire, j'allume une bougie blanche. Souvent, je la mets au milieu. La bougie grise, bien en fait, et la bougie rose va dépendre de là où j'ai besoin de travailler. Est-ce que c'est plus dans ma polarité féminine ou dans ma polarité masculine? Il y a de ça aussi. Après, on peut y mettre des symboles. On peut graver des symboles sur les bougies. Souvent, moi, j'aime bien. Alors, soit on met ça sur une petite coupelle avec du sable et on vient planter ces trois bougies. On peut ajouter un petit peu d'encens tout autour et puis ben, à côté, simplement allumer de l'encens et sur un encensoir et puis mettre son intention en pensée ou à l'écrit. Voilà, ça c'est un petit rituel de protection simple. Euh, il y en a plein d'autres. Euh, Après, les rituels de protection, ça peut être créer un sel, un mélange de sel avec certaines plantes, comme par exemple euh, le basilic. Et ça peut être intéressant de mettre du basilic ou mélanger le sel aussi avec du benjoin pour avoir le sel protège, absorbe aussi. Et le benjoin, il va créer comme un bouclier de protection. Voilà, donc on peut faire ce petit mélange et puis mettre quelques grains de sel devant sa porte, par exemple, pour signifier que ben, l'espace est protégé et que on ne fait pas, on n'autorise pas les énergies ou les personnes avec des énergies négatives, ou en tout cas, si les personnes ont certaines énergies négatives, elles les laissent à l'extérieur de la maison, elles ne les ramènent pas dans notre foyer. Voilà. Et est-ce qu'il est nécessaire je sais pas, d'avoir une tenue spécifique, d'avoir un lieu dit hôtel spécifique, ou au contraire, c'est un petit peu au ressenti du moment, au ressenti de la personne, ou est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir toute cette caractéristique que l'on pourrait retrouver dans les vieux livres de magie et de sorcellerie à l'ancienne?
Alors, déjà, tout le monde n'a pas l'espace. Donc, avoir un hôtel, c'est chouette, mais on n'a pas toujours l'espace. Après, un hôtel, ça demande pas forcément d'avoir un grand espace. On peut juste avoir sur un petit coin de notre bureau, par exemple, un petit espace qu'on a consacré et qui nous sert d'hôtel. C'est pas forcément nécessaire, mais quand on y réfléchit, par exemple, la table de nuit, ça peut être l'hôtel, le petit hôtel. Euh, on peut avoir à l'entrée un petit meuble où on va y poser quelques objets qui vont protéger. Oui, c'est bien, mais c'est pas forcément nécessaire. Moi, je suis plutôt partisan d'une magie qui se fait dans la conscience et dans le plaisir. Parce que si c'est des rituels qu'on met en place parce que on a lu dans le livre qu'il fallait faire ceci ou cela, mais qu'au fond nous il y a une partie qui ne comprend pas le sens, sur lequel ça ne vibre pas. euh, Moi j'ai la croyance quand même que l'action va pas être à 100%. Voilà. Donc plus ça vibre avec ce que on aime faire, plus il y a du plaisir dans ce qu'on fait et plus ça a du sens et plus ça a une action. Voilà. Donc, encore une fois, c'est toujours avec le discernement et l'observation de ce que l'on ressent qu'il est important d'effectuer l'action et pas forcément avec ce qui est écrit à la lettre dans le manuel, bien décrit, ça on peut le voir pour tout, mais là on est sur un rituel de protection. Et pour finir, est-ce que souvent quand on entend un rituel de protection, ça veut sous-entendre que l'on se sent en danger? Est-ce que les deux sont intimement liés ou on peut juste entamer un rituel de protection pour un fait, pour un lieu, pour une relation, sans forcément derrière avoir le sentiment de péril, de danger. Alors, et d'ailleurs, c'est marrant que merci pour cette question parce que c'est vraiment ce dont je parle dans l'introduction de cet ouvrage. Alors, il y a des fois, on peut se sentir en danger et donc on a besoin de se protéger. Et parfois, on est juste dans une phase où on est un petit peu plus fatigué, plus faible. Voilà, on n'est pas des gens constants, on n'est pas toujours la banane du 1er janvier au 31 décembre. Vit des moments un peu plus difficiles. Et là aussi, ça peut être intéressant de mettre en place un rituel de protection. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, le rituel de protection, il permet de mettre un bouclier dans lequel, autour de soi. À l'intérieur, on va se sentir en sécurité et c'est parce on va se sentir en sécurité qu'on va pouvoir essayer d'explorer, de comprendre et donc du coup, on va récupérer en énergie et en force. En fait, la magie protectrice, pour moi, elle sert à ça. Elle sert à, dans des périodes difficiles, se protéger. Pas que les autres sont forcément des personnes méchantes, hein, il n'y a pas toujours ça. Il y a des fois, on me dit, on m'a acheté un sort ou on m'a acheté le mauvais œil. Mais en fait, le mauvais œil, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un nous a jeté un sort ou a fait quelque chose pour qu'il nous a. Non, parfois c'est juste la mauvaise pensée ou enfin voilà qui va faire que on sent cette énergie, on sent cette vibration de l'autre qui est un peu de jalousie, un peu de colère, voilà. Et nous, ça nous affecte. Et pour pouvoir dépasser ce moment, ben, on va mettre un bouclier autour de soi pour aller chercher à l'intérieur des forces. C'est une forme, finalement, c'est pour moi, hein, c'est grâce à la protection qu'on va pouvoir être résilient aussi. Je vais le dire un peu comme ça. Eh bien, infiniment merci à toi, Rebecca. C'est toujours un plaisir de partager des moments pleins de magie, de poésie et de densité, parce que ça reste quand même dans la densité, dans notre dimension aussi. Euh, je rappelle à tous le guide de la protection magique aux éditions Secret d'Étoile, qui paraît le vendredi 19 mai dans toutes les Mhm. librairies. N'hésitez pas à passer commande si vous le souhaitez. Et je rappelle également l'école de sorcières Aradia. Encore merci, merci à toi Rebecca de tant de générosité,
de paillettes dans les yeux de chacun quand on te regarde et que l'on peut observer, oui, dans la réalité. Non, une sorcière n'a pas le nez crochu, n'a pas le menton de travers, non, on le voit très bien en te regardant. Et non, une sorcière n'est pas mal intentionnée. C'est souvent l'intention qu'on lui prête, mais ce n'est pas forcément le cas. Et oui, une sorcière peut transmettre des rituels de protection sans forcément qu'il y ait une connotation de danger à l'extérieur. Encore une fois, merci à toi, Rebecca, de tout ce temps que tu nous as accordé et de toute cette bienveillance qui est à l'intérieur de toi et que tu continues à transmettre sous tous les possibles. Merci à Et toi, merci, Rebecca. merci à toi. Merci infiniment et au revoir et à très vite. Au revoir.